On commence en fanfare, parce qu'il est déjà 21h15. Alors, au programme ce soir, la mort de Dick Cheney. Cheney, je ne sais pas comment on prononce. Cheney, on va dire en français. Oui, on va la prononcer à la française. L'élection de donc, Zoran Mandani à New York, comme c'était prévu, élue ce matin, je crois. Ensuite, nous avons Bill Gates, qui n'est plus tellement concerné par le réchauffement climatique. Alors si, mais bon, oui, mais on en parlera après. C'est plus subtil. Oui, c'est plus subtil, mais bien sûr, je fais les titres. Comme il le dit Ensuite, lui-même. nous avons Kupiansk, dernier bastion point d'interrogation dans l'oblast du Donetsk en Ukraine. La Suisse, qui ne sait pas si elle veut se rapprocher, enfin se rapprocher en tout cas, se mettre plus dans j'allais dire la NAS, mais non, en disant quelque chose de plus positif. Bon, allez, la NAS européenne, je trouve rien d'autre. La proximité avec l'Union européenne. Et puis nous évoquerons 2 sorties de films. La femme la plus riche du monde, pour parler de Liliane Bettencourt, et la série France Télévisions Des Vivants sur les otages du Bataclan. Sur ceux qui en parlant d'otages et de richesse, avant ça, on parlera de l'imbroglio du budget français. Oui, c'est vrai, j'ai oublié le budget français, puisque c'est ton sujet, parce que moi je n'y comprends rien. Tu vas éclairer ma lanterne, je suis perdue. C'est un joyeux marasme, je te rassure, je suis un peu perdu moi aussi. Alors, Dick Cheney, on va dire. Alors, est-ce qu'on se souvient de cet homme donc, qui est mort à 84 ans et qui était... Alors moi, je trouve que c'est intéressant de l'évoquer parce que c'est un néoconservateur républicain. On a toujours tendance à penser que les néoconservateurs, d'ailleurs c'est le cas, sont en général démocrates, mais celui-là était très anti-libéraux, anti-démocrate, et puis finalement, il s'est retourné contre son parti et contre Donald Trump pour rejoindre les néoconservateurs. C'est-à-dire que pour lui, il est plus important d'être néoconservateur, c'est-à-dire, pour résumer souvent, va-t-en guerre, que d'être républicain ou démocrate. Alors, il est, tu t'en souviens, donc il est l'inspirateur de l'invasion américaine en Irak de 2003, mais ça faisait un bout de temps qu'il avait déjà envie d'y aller. Il était déjà allé une fois. Il était allé dans le Golfe, oui, dans la guerre du Golfe. Il était secrétaire de la défense de Bush père. C'est ça. Donc, secrétaire de la défense de Bush père et puis vice-président de Bush fils. Hein. Et donc, c'est lui qui pousse pour cette invasion en Irak et ça faisait longtemps donc, qu'il avait envie d'y aller pour des raisons, on imagine bien, pétrolifères. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Pétrolifères. Oui. Mais en tout cas, pour abattre un dictateur irakien qui n'était peut-être pas suffisamment soumis aux intérêts américains. Et puis, on connaît la suite, donc, puisque Saddam Hussein était sunnite, il y a eu par la suite donc un gouvernement chiite qui était la majorité confessionnelle en Irak, et les rébellions sunnites qui ont donné par la suite ces mouvements dits rebelles, qu'on n'oserait plus appeler rebelles, mais que quelques-uns encore appellent rebelles, et qui ont créé l'État islamique. Voilà. Il y avait aussi des intérêts financiers dans ces démarches, puisqu'il était président de la société pétrolière Halliburton, qu'il a présidé de 1995 à 2000, tout ça, hein, je cite mes sources, le Figaro. Et il a empoché, enfin la société en tout cas a empoché 16 milliards de dollars de contrats en Irak. Hein. C'est aussi toujours un élément important de toutes ces guerres. David Ignatius du Washington Post dit cette phrase intéressante: aux yeux des observateurs extérieurs, Cheney est l'équivalent politique d'un trou noir qui exerce une force puissante mais invisible et ne dégage ni lumière ni chaleur à même d'expliquer le processus de décision. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il était un homme qui revendiquait le secret. Il n'a jamais donné accès à ses archives. Et donc, il y a très peu de choses qu'on sait sur la façon dont il a vice-présidé les États-Unis. C'était effectivement un homme de l'ombre. Il est assez fréquent quand on parle de la présidence de Bush Junior, de dire que dans les faits c'était plutôt Dick Cheney le président, parce que Bush fils était comment dire ça, le plus aiguisé des couteaux du tiroir. Voilà, un joyeux simplet en tant que président, à l'inverse de son père qui était quelqu'un quand même de compétent et qui avait de l'expérience. Et du coup, dans les faits, ça devait plutôt être Cheney qui tenait les rênes.
À voir à quel point il partageait le pouvoir avec d'autres membres du gouvernement, ça c'est une question. Mais il a effectivement inspiré toute la politique de on va casser un pays pour reconstruire derrière et se faire de l'argent avec les sociétés privées, aux frais du contribuable états-unien et de la vie des locaux et des soldats états-uniens sur place. Il a aussi été l'initiateur des mises sur écoute. Alors bon, il y avait des mises sur écoute, il y en avait peut-être avant, en tout cas on se souvient du scandale du Watergate, etc. Mais en tout cas, après le 9/11, il y a eu beaucoup de mises sur écoute des citoyens et des... Le Patriot Act. Voilà, ça s'appelait le Patriot Act, voilà. Et les méthodes d'interrogatoire très musclées aussi qui ont fait scandale à Guantanamo, le waterboarding, ce genre de... Donc, qui est de mettre la tête, je crois, dans une éponge mouillée. Oui, c'est ça. On te met une éponge et on te verse de l'eau sur le visage. Ce qui, en gros, en France, ça se traduirait par simulation de noyade. Ouais. Et d'après le gouvernement états-unien et d'après Dick Cheney lui-même, ce n'était pas de la torture. Bah voyons. Bah oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, il est emblématique de toute une époque. Donc, alors là, c'était un peu à l'époque, c'était l'époque où en fait, c'était pas tellement remis en cause. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine est moins officiellement une guerre américaine. Les choses se font de façon un petit peu plus couverte, peut-être parce que justement, ces doctrines néoconservatrices commencent à battre de l'aile. Qu'est-ce que tu en penses? Puisque au-delà de la doctrine d'ailleurs, qui est une méthode, enfin une méthode de gouvernement qui existe depuis quelques décennies maintenant. Bah, le néoconservatisme traditionnel, c'est-à-dire mené directement par les États-Unis, a effectivement pris beaucoup de plomb dans l'aile avec, alors certes, la réussite de l'opération militaire en Irak en 2003, mais l'échec de la reconstruction et du maintien de la stabilité sur le long terme, enfin sur le moyen terme plutôt, avec l'émergence de Daesh là-bas, qui aujourd'hui est un problème du passé, mais l'Irak va à peine mieux, hein. Et au plus grand désarroi des États-Unis et plus proche de l'Iran qu'il ne l'était à l'époque de Saddam Hussein, quel monde de génie. Et l'Afghanistan qui s'est fini avec une fuite digne de la fuite états-unienne du Vietnam Sud. Ouais. C'est vrai que depuis l'Afghanistan, ça prend plus que du plomb dans l'aile. Et l'Ukraine ne sera sans doute pas plus glorieux, mais on se souvient peut-être. L'Ukraine a l'avantage de ne pas être une guerre menée directement par les États-Unis et par ses soldats, plutôt par son argent. C'est son argent et l'argent des Occidentaux de manière générale, c'est une guerre de proxy. On achète des armes aux Américains que l'on fournit, donc c'est une guerre que l'on fournit en Ukraine, c'est une guerre de proxy assez complexe qui fait que les gens n'y comprennent pas grand-chose, mais aussi, il faut bien se rappeler que la présence américaine, elle date pas du début de la guerre 2022, mais déjà de Maïdan, de 2014, de la présence des Américains dès les événements de Maïdan et de leur large influence sur le changement de président, puisque celui qui était élu tout d'abord était plutôt proche des Russes. Donc l'Ukraine est un terrain d'influence, tout ça est parfaitement commenté par beaucoup d'essayistes d'ailleurs américains, qu'ils soient contre ou moins contre ces démarches-là, sur le fait que l'Ukraine est un terrain particulièrement qui est un terrain, d'enjeu de pouvoir entre la Russie et les Américains, bien plus que tous les autres pays du front de l'Est, malgré le fait qu'on essaie de nous faire croire que Poutine a l'intention d'envahir tous les autres pays, alors que l'Ukraine est un cas très très particulier de l'affrontement Est-Ouest. On n'a pas le temps ce soir d'aller plus loin dans le détail, mais le néoconservatisme états-unien aujourd'hui est surtout effectivement porté par les démocrates, à supposer qu'il reste quelqu'un chez les démocrates pour incarner quelque chose aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'anecdote, Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, ne se représentera pas aux élections de mi-mandat. Voilà, bon, c'est parce qu'elle a 85 ans. Oui, elle a 85 ans, elle a une très très longue carrière. Donc ça se comprend. Mais déjà la première élection de Donald Trump était une forme de rejet de la politique étrangère néoconservatrice. Je rappelle que son adversaire c'était Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'était le néoconservatisme à fond. Absolu. Encore pire que son mari.
Après, bon, il a perdu contre Joe Biden. Joe Biden, il me semble que c'était pas particulièrement néoconservateur affiché du moins. Il y a eu toute la gestion de la guerre en Ukraine, à voir à quel point l'administration Biden a été responsable ou non de l'enlisement du conflit. Bref, probablement au moins partiellement, hein, de par le soutien militaire, mais bon, on discute de géopolitique, donc c'est compliqué, les intérêts des nations, tout ça, le cynisme. Et Trump qui revient finalement, j'ai envie de dire, les États-Unis, ou au moins une bonne partie de la population a envie de passer à autre chose et surtout de se concentrer sur les affaires internes. Je pense que c'est un problème. Après le mandat de Trump, il est probable que les démocrates eux-mêmes soient plus orientés vers l'intérieur, vers la politique intérieure, que la politique étrangère. Je pense que le néoconservatisme, après 4 ans supplémentaires de Trump, sera quasiment enterré. Mais bon. Et de même, c'est un mot extrêmement qui induit en erreur. J'ai jamais très bien compris. Oui. Quand j'ai cherché d'où venait l'origine de ce mot, je trouve que ça très fumeux et il est complètement antinomique du réel. C'est un mouvement qui nie le conservateur. Pardon ? Je peux un peu en parler, je vais faire un bref historique du néoconservatisme. Le néoconservatisme, ça naît d'abord à gauche, chez les démocrates, surtout auprès de, je crois, dans les communautés juives démocrates, qui se sont surtout constituées en opposition à la nouvelle gauche, qui a émergé dans les années 60. C'est pour ça que eux se désignaient comme néoconservateurs, parce que eux, ils étaient plus dans l'idée de maintenir, je crois, la coalition du New Deal, donc qui était plus sur l'aspect social que sociétal, alors que la nouvelle gauche, elle, mettait plus en face sur le sociétal, entre autres. D'accord. En quoi les néoconservateurs ont des tendances sociales? Je veux bien que tu m'expliques, parce que là, on va pas refaire la guerre, on n'a pas très bien compris quelle était leur... Parce qu'ils sont héritiers surtout des politiques, j'ai dit, de la coalition du New Deal, donc c'est-à-dire des politiques de Franklin Delano Roosevelt, c'est-à-dire d'un État interventionniste, économiquement, là, il est plutôt interventionniste socialement. à l'extérieur. À l'intérieur, on ne sait pas trop en quoi il est interventionniste. Franklin Delano Roosevelt, si, enfin, je rappelle, c'est lui non, qui a mais géré la Grande Roosevelt, bien Dépression. sûr, mais là, on parle des néo... Oui, mais les néoconservateurs. Les néoconservateurs sont héritiers de ça et se considèrent comme étant des libéraux. Ce sont des gens qui sont très favorables à l'idée de liberté et l'idée de liberté partout, notamment à l'étranger. Ce sont des héritiers là-dessus de l'interventionnisme wilsonien qui prend l'idée l'idée d'une guerre juste morale et pas juste pour des intérêts bassement économiques, entre guillemets, ou territoriaux. Merci Woodrow Wilson. Bref, c'est pas le sujet. Et avec le tournant, en fait, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le grand flip, The Great Flip, aux États-Unis politiquement dans les années 60 sous la présidence de Nixon, où ce sont les républicains qui sont de fait devenus les patrons des conservateurs et les démocrates, les patrons qui ont récupéré en fait le vote des Noirs états-uniens en se faisant les avocats des droits civiques. Et ben, les néoconservateurs ont plutôt basculé chez les républicains, alors qu'ils étaient à la base chez les démocrates, pour devenir dominants. Pas forcément, en fait. Ils sont devenus dominants dans les années 90. Ils ne sont pas devenus majoritaires, mais dominants, influents, dans les deux partis dans les années 90. Et la présidence de Bush fils en est la plus grande représentation. Les néoconservateurs, à l'époque, ils sont chez les républicains et chez les démocrates. Les démocrates vont être favorables très majoritairement aussi, je parle des représentants démocrates, à l'intervention en Irak en 2003, qui se soit fait avoir par les déclarations de Colin Powell, Dick Cheney et tout ça à propos des armes de destruction massive, ou qu'ils croient au fait qu'il faille aller imposer la démocratie à coups de bombe. Ouais, voilà, c'est quand même un concept assez compliqué, assez subtil, assez complexe. C'est assez compliqué à comprendre. On ne va pas être exhaustif ce soir. Mais bon, en tout cas, il a terminé aussi chez les démocrates, puisque Hillary Clinton et Obama en étaient aussi porteurs. Oui, bien sûr. Et Biden, peut-être moins, mais il est dans le même esprit quand même. Je ne sais pas, il n'a pas... Je sais pas, il était exactement les guerres sous Biden, mais... Déjà, est-ce qu'il lui restait de l'esprit pendant sa présidence? Bon...
Oui, oui, certes, mais déjà l'Ukraine, c'était quand même sous Biden, il avait déjà Oui, aussi des intérêts lui-même économiques en Ukraine. Enfin, tout ça se mélange c'était beaucoup. flou, Je ouais. pense pas que dire que c'est républicain ou démocrate, c'est vraiment tellement intéressant. Alors c'était chez les 2, il y en a chez les 2, mais aujourd'hui ils semblent plus être résiduels chez les démocrates que les républicains, que Trump a eu une énorme influence sur les républicains, qu'il a partiellement refaçonné, Mmh. avec, ses positions populistes. Mmh. Alors Trump, ces guerres, on a plutôt tendance à dire qu'il fait pas la guerre, enfin il essaye de les arrêter, bon, on a pu le voir, non, et il commence à en faire quelque part vers l'Amérique latine en ce moment, donc s'il en tout Ah, il y cas, a pas de guerre encore. pour l'instant il Il y y a a des pas de guerre, mais tensions enfin et des bon, craintes. si par hasard il en fait, c'est pas exactement pour les mêmes raisons en tout cas, c'est des guerres de pur intérêt, heu, qui n'ont pas une démarche soi-disant d'aborder, la liberté, Ouais, qui n'est pas dans cette démarche-là. Qui est déjà une démarche, je trouve de toute façon un peu douteuse et un peu questionnante. Enfin bon, bon, on va entre l'impérialisme pseudo-moral et ouais. l'impérialisme qui se cache pas, je préfère l'impérialisme qui se cache pas perso, hein. Oui, voilà, exactement, Même si dans exactement. les 2 cas, ça reste de l'impérialisme Ouais. et c'est pas c'est pas Enfin ce qu'il y a de plus détrôner des appréciable, dictateurs et cetera, bon, c'est juste qu'il y a des dictateurs qui ne les dérangent absolument pas, les bien néoconservateurs. sûr, bien Donc sûr. voilà, tout est là. Donc en ce qui concerne, des guerres, bon, tu veux peut-être on attaque l'Ukraine, tout de suite dans la foulée Ah de non, ce qu'on on vient va de rester dire ou tu veux non, rester à New non, York? Tu veux aller on à New reste York? sur le c'est ça, On on va reste aller sur à les New York et États-Unis, on va faire un petit tour à New York avec on a l'élection parlé de ce brièvement de matin. Trump, on va parler Pardon? brièvement de Trump. On a parlé brièvement de Oui, oui, Trump oui. Oui. et donc bah, on va avoir une élection qui est, un symbole envoyé à Donald Trump, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages. Et Trump a dit qu'il allait s'occuper de la ville d'ailleurs. Alors là, nous avons, je Mmh pense mh. que passe à l'écran le portrait de Mandani, Zoran Mandani qui a été, élu donc ce matin ou dans la nuit, enfin bon, voilà, il y a quelques heures. Ce portrait, c'est le portrait de Salman Tour, qui est un artiste pakistanais queer. Donc je trouvais ça c'est un portrait de lui Alors, adolescent, mais je trouve que c'est un très, c'est très beau portrait. Il est je très, je je me suis permis de diffuser son portrait, son beau petit portrait de 2025 où il est tout beau avec sa barbe, et il est, adulte actuellement, en fait. mais j'ai pas le portrait, le dessin. Non, Ah bah merci, merci Noah, mais parce que je justement comme j'en parle là depuis quelques secondes, j'aurais c'est une souhaité. question de représentativité, Flavie. Oui, mais quand je demande quelque chose, j'aime bien qu'on me dise parce que là, je suis en train de parler de l'artiste, donc pour rien. Oui, Donc mais vous cherchez parle-nous-en. vous-même sur internet le portrait de Zoran Mandani par Salman Tour, qui est donc pakistanais, comme je viens de le dire, et c'est un très beau portrait de lui adolescent et je trouve comment on voit on n'a pas besoin de montrer une photo de Zoran Mandani, il y en a dans tous les journaux, on est inondé d'images de son joli sourire. Je pensais que c'était plus intéressant de montrer ce portrait. Donc voilà, donc l'élection, plein de choses à dire et il n'y a pas, comme souvent dans les fiefs démocrates, il n'y a pas besoin d'une carte d'identité pour voter. Il y a, ça c'est Elon Musk qui montre ça sur Twitter. Bon, on voyait un ballot, un donc carrément, c'est pas des petits comme chez nous, des petits papiers pour voter, c'est carrément des grandes pages où en fait on met une croix dans la personne que l'on sélectionne, mais il y a la liste de tous les candidats. Et Zoran Mandani, on voyait, apparaissait 2 fois, une fois en tant que candidat démocrate et en gros une fois en tant que candidat des travailleurs. En tout cas, son nom était cité 2 fois, c'était bien le seul à être cité 2 fois. Donc voilà, peut-être qu'avec le temps qui passe, on pourra peut-être faire une exégèse de comment ces élections se sont passées. Mais en tout cas, bon, j'ai vu circuler des petits trucs comme ça un peu rigolos, entre guillemets. Et il y a aussi une loi aussi qui est en cours, qui n'est pas encore actée pour que les étrangers puissent voter, ce qui évidemment sert beaucoup les élections des démocrates. Alors, on a déjà parlé plusieurs fois lors des émissions précédentes de Zoran Mandani, donc on ne voudrait pas que nos auditeurs pensent qu'on fait une obsession, mais c'est juste qu'il bon, là, il a été élu ce matin. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai pu dire dans les émissions précédentes. Il a été élu à 50,4% quand même, Avec une à participation assez faible. à Hein. peu. Bah, j'ai vu qu'il y a eu, environ un peu plus de 2 millions de votes pris en compte. Pour la ville de New York, ça m'a l'air quand même assez peu, mais j'ai pas trouvé de chiffres avec les taux d'abstention. Donc ou du moins pas Euh, encore. Et en face de lui, hein, c'est à noter que, son principal adversaire, alors si on oublie le pauvre candidat républicain, qui a plafonné à 7%, hein, c'était Andrew Cuomo, qui était lui aussi un démocrate,
mais qui a échoué à avoir l'investiture du Parti démocrate et qui a donc concouru en tant que candidat indépendant. Il a fait 40%, et c'était l'ancien gouverneur démocrate de l'État de New York. Donc c'était un duel entre deux démocrates. Mais New York oui, est mais dans toute lui sa est très splendeur. Cuomo est très bon, c'est un vieux, c'est un éléphant. Il a beaucoup de Oui, c'est casseroles. ça. Bah, il a eu Donc des accusations évidemment, d'islamophobie vis-à-vis de évidemment. monsieur Zoran. Participation, moi c'est marrant, là je cherche et je ne trouve pas. J'ai l'impression qu'elle était faible. J'ai cru voir passer de 23%, ce qui me semblerait quand même très faible. Mais j'ai Bah, l'impression qu'elle est faible. ça reste une élection municipale, hein. Les élections municipales, Mais New York, c'est quand même pas rien. bah ouais, mais bon, Alors, je on va vais dire dire un qu'on petit peu en constate. vrac ce que j'ai pu noter. Donc, il n'est pas soutenu par Obama, parce que c'est quand même pas exactement la même gauche. C'est quand même une gauche très radicale. Alors, ce qui est intéressant de savoir, est-ce que, bon, je pose comme ça des questions un petit peu en vrac, est-ce que le centrisme a fait long feu, c'est-à-dire le centrisme démocrate, le centrisme que nous avons chez nous, commence, on le voit bien, à fatiguer avec des extensions des partis dites des extrêmes des deux bords de l'omelette qui commencent à étouffer ce centrisme. Les gens ont besoin de radicalité, Oui. de quelque chose qui ressemble peut-être plus, qui ressemble à quelque chose. Donc, c'est vrai que Bah, la ville de New York est devenue extrêmement chère, que je pense que beaucoup de gens y vivent mal. Moi, j'y suis allée la dernière fois il y a longtemps, en 2007, et je pouvais loger dans un hôtel en plein centre, aller tous les soirs au restaurant. Aujourd'hui, je sais que le burger est à $50. Aujourd'hui, je ne peux pas loger dans le centre de New York et je ne peux pas aller au restaurant tous les jours. Donc, il y a vraiment une un niveau de vie qui est plus du tout acceptable pour la majeure partie des gens. Ça, c'est une réalité. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à ce personnage, c'est qu'il déplore les effets de la mondialisation, que sont la hausse des prix et ces villes qui deviennent des villes fiefs extrêmement chères pour les les riches, on va dire, ou les ultra riches. Et en même temps, il en est l'incarnation de cette mondialisation. Donc, son pédigré, il est indien ougandais, enfin indien émigré en Ouganda, c'est le cas de son père. Sa mère est indienne. C'est une réalisatrice assez bobo, assez reconnue dans le milieu new-yorkais. Elle a fait des films des films très indiens, mais aussi des films totalement américains, même britanniques. Je sais qu'elle a fait Vanity Fair d'après Thackeray, qui est un auteur anglais du 18e. Donc, il vient d'un milieu parfaitement bobo et je crois assez aisé. Enfin, je pense pas qu'il fait partie, je ne pense pas qu'il soit pauvre. Ses diplômes, c'est assez difficile à trouver. Diplômé en études africaines en 2014. J'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Il a cofondé la section Students for Justice in Palestine et il dit s'être politisé avec la question palestinienne. Ce qui, pour le mairie de New York, n'est pas forcément un angle. C'est un angle original, mais enfin, c'est un angle, voilà. Ouais, Qui n'a rien à voir avec New York. New York, à l'instar des États-Unis, est très multiculturel et historiquement, c'est l'une des grandes portes d'entrée vers les États-Unis. Donc j'ai envie de dire, bon, pour New York, ça marche. Oui, C'est pour New plutôt York, logique. ça marche, mais c'est quand même n'avoir à peu près que ça à dire, parce que c'est quand même quelque chose qui est très, très récurrent dans son discours. Bah, Euh, on remarquera l'ironie d'avoir un maire musulman à New York. et à Londres. Alors oui, non, surtout à New York. Après, ce qu'il s'est passé, bien sûr, je ne fais pas d'amalgame, mais j'ose imaginer que si Bush Junior était mort, il se serait peut-être retourné dans sa tombe. Là, est-ce que c'est un hasard si Dick Cheney est mort juste Le avant? même Je ne sais jour. pas. La perspective que cela arrive, peut-être, cela l'a-t-il Non, mais tué. c'est vrai que nous, bon, l'influence de l'islam en Europe, ça fait longtemps qu'on la vit et qu'on la commente. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'était pas encore le cas. C'était les latinos, New York, En fait, on en parle peu, là. L'influence est plus réduite elle est et plus localisée. réduite pour le moment, mais elle donne un maire à New York et elle est en train peut-être de donner un maire à Minneapolis, qui est lui éthiopien aussi, est très Non, communautaire. somalien. Pardon, oui, un somalien. Donc, quand les mairies arrivent, même si on est en petit nombre, c'est quand même dans des grandes villes, c'est quand même quelque chose. Il est félicité par George Soros, ça c'est mignon, parce que c'est quand même un milliardaire. Voilà, mais il les aime Ah, pas. ah, Mais celui-là, ça la va, il est milliardaire et milliardaire. Euh, la question, c'est est-ce qu'il doit son élection à son programme, son nom et ce qu'il incarne, ou est-ce qu'il le doit à son ticket démocrate? Parce que, comme je l'avais dit la dernière, les deux. enfin,
je crois pas que je l'avais dit parce que ce n'est pas moi qui étais en émission, mais comme j'ai tendance à le dire, vous mettez une carotte en tant que candidat démocrate à New York, elle gagnera. Oui, bon, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais et en plus, bon, moi je suis étonnée que dans une ville aussi juive que New York, on élise un candidat qui, à mon avis, le cache pour le moment, mais n'est pas très philosémite. Mais en fait, d'abord, la communauté juive est assez fracturée. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais Eh plus. ben, tu sauras que les juifs sont ceux parmi les communautés religieuses qui ont le Ouais, moins voté pour lui, à hauteur seulement de 32%. oui. Juste derrière les catholiques à qui ont voté pour lui à 33%. Hmm. Et ceux qui ont le plus voté pour lui, ce sont alors les non-religieux, parce qu'il y en a beaucoup à New York et par extension dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire tout le nord-est des États-Unis, qui est très sécularisé, Hmm. où 76% des non-religieux ont voté pour lui, mais sinon les autres, entre guillemets, ont voté à 71%. Les autres sont probablement musulmans, bouddhistes, mais il y a probablement plus de musulmans que de bouddhistes, ou Shinto là-bas. D'accord. Mais en fait, lui, c'est-à-dire, c'est une incarnation. Il est très cool. Enfin, il a une image comme ça, il sourit tout le temps. Il Ah, sourit beaucoup, d'ailleurs, il est, beaucoup, beaucoup, beaucoup. il, Il il est est très jeune, hein. cool. Bon, je pense que, bon, comme beaucoup d'électeurs votent comme ça, sur une impression. L'impression, elle est bonne. Mhm. Oui. Il est pas mal, il est cool. Évidemment, il a un petit, il se fait beaucoup filmer dans des restaurants orientaux. Il mange avec les mains. Il a des chemises un petit peu indiennes. Mais voilà, c'est le côté multiculti hyper cool. Donc, Deir ez-Zoran, c'est plutôt un nom des Balkans, non? Je sais pas. Presque. Bon, enfin bref. Mais donc tout ça, si on réfléchit pas trop, c'est cool, quoi. Ouais, mais se baser juste sur l'image et la Mais la plupart vibe, des électeurs font comme ça. Oui, moi, je oui, trouve qu'il est un petit oui. peu dangereux justement parce que il est comme ça. Je pense que ces gens-là sont dans la séduction. Hein. Tariq Ramadan aussi dans la séduction. Alors lui, c'est quand même Oui, bah, Emmanuel Macron aussi. c'est différent. Et tout à fait, il a un côté Emmanuel Macron musulman en fait. Mais non, et quand même beaucoup plus à gauche. Hein. Emmanuel Macron se définissait comme libéral. Oui, mais Mais ça donne on à se peu près la même comprend. chose au bout en fait. Alors, en ce qui concerne les juifs, c'est vrai qu'il y a une partie, en tout cas, il y a un rabbin de la synagogue conservatrice de Park Avenue qui dit que pour eux, il représente un vrai danger pour la communauté juive. Mais pour autant, en effet, selon un sondage du Guardian, plus de 40% des juifs new-yorkais comptaient apporter leur soutien donc, à Mandani. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, qu'il est très engagé contre Netanyahou. Donc, il a dit que s'il mettait un pied à New York, il serait sous mandat d'arrêt de la CPI. Alors, aussi, l'essayiste Rod Dreher, dans le Figaro, dit que les Juifs quittent la ville quand même pour la Floride, ce qui va, je pense, fracturer encore le pays, parce qu'on a besoin de ça. Mais en même temps, beaucoup de Juifs new-yorkais accordent plus de valeur à leur identité de progressiste que leur identité juive. Les Juifs sont en fait fracturés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des fractures entre différents camps, il y a des fractures aussi très profondes dans les camps. Et c'est vrai que je pense que les Juifs sont divisés. Alors, à combien, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, certains se sont radicalisés à droite en raison de la capitulation, dit-il, de la gauche face aux sentiments anti-israéliens, et puis d'autres veulent absolument rester du côté progressiste. Alors, il mentionne aussi un développement pour lui stupéfiant à droite, c'est le Tucker Carlson, donc l'influenceur, le youtubeur, tout ce qu'on veut, conservateur, pro-Trump, mais qui est devenu très très antisioniste et qui recevait récemment, alors quelqu'un que je ne connais pas, mais qui s'appelle Nick Fuentes, qui est un influenceur d'extrême droite, qui nie l'Holocauste, qui est suprémaciste blanc. Ah, ce nom me parle. Bon, et donc ça a mis beaucoup en colère la communauté juive.
Mais en gros, après, il y en a aussi qui vous disent, pour terminer, donc il mentionne une connaissance de religion juive qui lui aurait récemment dit à Rod Dreher, hein, je cite toujours cet essayiste, qu'entre Mandani à New York et l'influence de Tucker Carlson, Mandani du côté gauche et Tucker Carlson à droite, les Juifs commencent de nouveau à se sentir pas très bien dans un pays qui était quand même leur fief et leur refuge. Enfin, ça c'est moi qui le rajoute, leur fief et leur refuge, dans une ville et dans un pays qui était... voilà. Donc tout ça, moi je pense que c'est quand même un bordel absolument dingue. Oui, Parce que pas... ça part vraiment, vraiment dans tous les sens. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Alors, plutôt pour les pro-israéliens que pour les juifs eux-mêmes, même si le lien peut vite être fait, et l'amalgame aussi, entre pro-israéliens, juifs. Après tout, on fait bien souvent l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, ou même on ne distingue pas la désapprobation de la politique menée par l'État d'Israël et le fait que l'État d'Israël existe. Bref, c'est un tout autre sujet. Beaucoup n'y réfléchissent même pas là-dessus, je pense. Et je pense qu'il y a surtout beaucoup de gens qui désapprouvent la politique de l'État d'Israël plutôt que son existence lui-même, enfin elle-même. Mais oui, ce qui crée beaucoup de confusion. C'est là où Netanyahou est une catastrophe pour Israël. Parce que... il y a des abus de langage. Mais bon. Ouais. Bon, ben voilà, je sais pas si tu veux rajouter quoi que ce soit sur Mandani, mais voilà. Je pense que ça va être... c'est ce que disait Caroline Fourest, je sais plus sur quelle radio, que c'était un cadeau pour Trump pour les midterms. Elle le décrit comme un islamiste, hein, je cite ses mots, comme quelqu'un de financé aussi. Alors pour l'instant, moi je ne dis pas plus parce que j'ai pas trouvé vraiment de preuves. Financé par éventuellement Dubaï ou des institutions islamistes. Elle est très radicale sur ça et elle dit que ça fera le jeu de Trump. Donc finalement, et surtout l'aspect communiste aussi, la gestion de la ville par juste la politique du cadeau et du gratuit. Si tous les riches, entre guillemets, quittent la ville, ça ne sera pas non plus une solution, puisqu'ils ont bien besoin d'impôts pour offrir le gratuit. Oui. Donc à un moment, ça tourne un petit peu en rond. Voilà. Bon, c'est un spectacle pour nous, au moins peut-être pour les New-Yorkais. Mais... On notera aussi l'ironie d'avoir justement un maire qui se dit communiste dans la ville du capitalisme, New York. Oui. Voilà. Parce que c'est une double première, en fait, un maire musulman, mais un maire qui se dit communiste. Bon, moi, je ne crois pas une seconde à son communisme, mais donc... Oui, non, mais on croise les doigts à la fois pour comment dire, la santé de la bourse new-yorkaise et des entrepreneurs new-yorkais, pour qu'ils ne subissent pas les affres d'une collectivisation ou quoi que ce soit. De toute façon, ça ne pourrait pas avoir lieu. Mais on reste dans l'humour là-dessus. En tout cas, ce à quoi on peut s'attendre, c'est une augmentation de la population musulmane de la ville pour les prochaines élections à la mairie, pour une éventuelle réélection. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Et d'ailleurs, sur Twitter, un musulman s'exprimait en ce sens en disant on peut ne pas être très nombreux, mais il suffit des calculs électoraux assez fins. Oui, il suffit qu'une communauté se mobilise fortement pour faire basculer une élection. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas quel est le rôle quelle a été l'influence en termes de vote de la communauté musulmane. Mais en tout cas, on peut être sûr que la communauté musulmane va augmenter. Alors évidemment, pour l'instant, on peut dire qu'elle est résiduelle, mais elle augmente. Il faudra voir... Donc c'est l'identité même de la ville qui va être bouleversée. Si la communauté musulmane à New York augmente, il faudra voir si c'est dû à des migrations internes ou à de nouveaux entrants. Oui. De nouveaux entrants, ça pourrait être compliqué étant donné la politique de Donald Trump sur ce sujet. Oui. Je parie plus sur des migrations internes. Ce serait plus logique. Mais bon, on verra bien. Ouais. Le prochain sujet, c'était Bill Gates et le réchauffement climatique. On va aller assez vite. C'est juste qu'on note avec... je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mot, avec amusement ou avec circonspection ou avec intérêt pour la suite, que Bill Gates n'est plus tellement inquiété par le réchauffement climatique. Il nous dit que climate change is serious. C'est très sérieux, mais on a fait des progrès.
Et donc il faut continuer dans ce sens, faut toujours tendre vers le zéro emissions, mais bon, cool, quoi. Faut se détendre un peu. Et ce qui est vraiment pour lui maintenant important, c'est la santé, le développement, l'amélioration de l'agriculture et de la santé dans les pays pauvres. Et il faut mettre human welfare at the center of our climate strategies. Donc c'est non seulement au centre, mais au centre des stratégies du climat. Il joue un petit peu avec les mots. Mais alors donc évidemment, les Nations Unies qui préparent la COP 30 en ce moment au Brésil, qui commence ces jours-ci, sont furieux parce que Guterres a annoncé, le secrétaire général, que l'augmentation des émissions à 1,5, ou dans l'augmentation d'émissions ou de la chaleur, d'un coup, j'ai un doute, est sérieuse et que c'est extrêmement grave ce que fait Bill Gates. Donc, les gens sont très, très déstabilisés par ça. Oui, c'est l'augmentation global heating, 1,5, hein, donc l'augmentation de le réchauffement. Donc les Nations Unies sont très, très choquées et dérangées par les propos de Bill Gates. Il dit que les cuts qui ont été faits sur le USAID de Trump sont un problème plus urgent et que ses conséquences seront plutôt sur la famine et les maladies mortelles. Et qu'on devrait dealer avec le climate change, excusez-moi, je fais un peu de franglais, en proportion to the suffering they cause. Alors qu'avant, c'était souffrir pour la planète. Hein. Aujourd'hui, c'est en proportion de la souffrance humaine. Mais non, c'est qu'on devrait gérer avec le réchauffement climatique en fonction des souffrances qui sont causées. Et en gros, ce qu'ils préconisent, c'est que plus les souffrances engendrées seraient importantes et plus il faudrait faire des investissements pour essayer de les limiter. C'est ça, en gros. Il prend une position plus mesurée sur le sujet. Ça ne va pas mener à l'effondrement de l'humanité, nous dit-il. Oui, c'est ça. En fait, il se calme, on va dire ça, sur l'alarmisme, plutôt en faveur, comme tu l'as dit, du welfare. Alors, en français, on le traduit mal, mais le welfare, ça peut se traduire par sécurité sociale, justice sociale, tout ce genre de choses. En gros, le soutien aux populations, on peut dire ça de manière générale. Et donc, il préconise plus une approche sociale que une concentration uniquement sur l'objectif de réduction ou de limitation des effets de serre. Alors, même s'il dit bien. Pourquoi dit-il tout ça? C'est une question que pour l'instant, auquel on ne peut pas complètement répondre. Peut-être qu'il s'est rendu compte que ça devenait très, très impopulaire, que les gens se lassaient de ce discours catastrophiste permanent, que ça passe moins bien. Ce qui est étonnant, moi, ce que je trouvais déjà étonnant, c'est que Greta Thunberg a été complètement recyclée en activiste pro-palestinienne. Le climat ne la concerne plus du tout non plus, mais elle, ça fait quelques années. Donc comme ça, il y a des changements de... Et d'ailleurs, je peux dire aussi qu'aux Nations Unies et dans les agences, on dit régulièrement au staff, ces derniers temps, que on relaie ce propos de Ursula von der Leyen qui disait the climate change, c'est plus la priorité. Ça date pas de Bill Gates, hein, ça fait quelques mois que c'est le cas, voire quelques petites années. Par exemple, c'est plutôt la désinformation. Alors, c'était un des sujets qui était évoqué. Hein. La désinformation, c'est très, très, très grave, les fake news, etc. Plus le climate change, alors que ce sont deux sujets qui ne sont pas en compétition, a priori. Voilà. Donc, en tout cas, il y a une sorte, même au sein des Nations Unies, alors que pourtant, voilà, ils se plaignent, là, ils sont offusqués, qu'il y a une sorte de désaffection sur le discours sur le changement climatique. Voilà. Il faut voir ce sur quoi tu te concentres et tu focalises tes efforts. Là, il préconise de diversifier justement les efforts. Pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être qu'il a lu des papiers qui lui ont fait changer ou mesurer ses avis. Il a fait des découvertes, je ne sais pas. Ou alors, et probablement le cas, il a des intérêts dans le fait de promouvoir justement l'augmentation des investissements dans le welfare.
Si c'est le cas, franchement, c'est lamentable, hein, si c'est juste lié à son intérêt personnel. Bon, parce on qu'évidemment, ra- il y a d'autres scientifiques qui lui répondent, qui sont offusqués aussi, hein, c'est pas seulement les Nations Unies. Donc, si tout est géré en fonction des intérêts directs et privés, bon. Mais il ne revient pas, enfin, c'est important de noter qu'il ne revient pas sur le fait que Non, le changement climatique oui, est un mais sujet important. il Il perdrait met toute juste, crédibilité à le faire comme ça. Il est mais bien obligé d'être un sûr, peu plus subtil. mais c'est pas une question d'être plus subtil ou pas, c'est juste qu'il est moins alarmiste et Non, c'est pas ça, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. Peut-être qu'il y croit oui, d'un coup mais du tout, on n'en sait rien. Mais en tout cas, dans ce dans serait son pas discours. intelligent de sa part de le faire, si c'était le cas, de le faire de façon, Ça n'aurait pas de sens. Bill Gates fait partie des philanthropes qui sont à la tête, on va dire, de beaucoup de choses qu'on peut considérer comme étant dans le nouvel ordre mondial, ce genre de choses. Euh, il est très lié à tous les milieux du World Economic Forum, euh, oui. du, Mmh. de l'Organisation mondiale de la santé, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est très ancré dans ce qu'on appelle l'establishment, Bill Gates. Ce serait curieux qu'il change son fusil d'épaule à ce point-là. Je pense qu'il Il met est même, juste de l'eau dans il son est vin. même, financeur, un des premiers Oui, c'est financeurs un de l'OMS philanthrope. aujourd'hui, de Oui, l'OMS. oui, c'est un grand financeur, philanthrope. Non, mais philanthrope, j'en sais rien. Il est financeur de Oui, l'OMS. Il a des, voilà, l'OMS, c'est oui, mais une agence, il finance aussi plein de choses, plein de programmes au travers du monde. l'OMS, mais c'est quand même l'agence de santé mondiale et c'est là sur des questions de santé. C'est vrai que, à un moment, c'était quand même des conflits d'intérêts un petit peu importants. Il n'y a pas de raison que bon, quelqu'un comme Bill Gates, dont on ne connaît pas réellement tous les intérêts financiers, soit aussi prenne autant d'importance dans des agences des Nations Unies de cette façon-là. Bah, ils ont besoin Enfin bon, d'argent. tout ça est un peu obscur. Bon, bref. On passe rapidement sur l'Ukraine, sur Mhm. donc une, Le sort de Prokrovsk. un entretien avec John, enfin un entretien de, je ne sais pas avec qui s'entretenait, mais John Mersheimer qui nous, oui, qui relate l'encerclement de Pokrovsk, qui est une des dernières, puisqu'il y a aussi Kupiansk, je crois, mais moi je ne vais pas faire le détail des avancées de l'armée, parce que ce n'est pas du tout un sujet que je maîtrise bien, mais en tout cas, en gros, dans l'oblast Donetsk, c'est une des dernières villes importantes, je pense, qui est complètement encerclée. Hein. Ils attaquent les villes sur 3 fronts, hein, pour couper les lignes d'approvisionnement. Donc c'est une ville qui est comme étouffée comme ça sur elle-même et qui est le hub logistique assez important. Donc là, je crois que visiblement, en tout cas ces derniers jours, elle était pas loin de tomber. Je sais pas. Pro- Jeter, Prokrovsk, en fait, est victime de la stratégie, l'approche stratégique standard des Russes dans ce domaine, qui est de contourner, on va dire, les points forts, les villes qui sont fortifiées. Les Ukrainiens sont devenus très bons dans la fortification de villes pour créer justement des bonnes positions à tenir face aux Russes qui sont plus nombreux, qui ont plus de matériel. Et du coup, les Russes, ce qu'ils font, c'est qu'ils encerclent, ils contournent les positions et ils étranglent logistiquement les fameux points forts. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font et ce qu'ils vont achever très probablement avec Pokrovsk. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont suffisamment proches des lignes de ravitaillement, donc les routes, surtout les axes de communication, les routes, les voies de chemin de fer, eh bien, ils les bombardent pour empêcher tout ravitaillement. Et les Ukrainiens sont forcés, soit ils tiennent jusqu'au dernier homme et du coup ils vont perdre justement des hommes, sachant que chaque perte ukrainienne est très coûteuse parce que les hommes manquent. oui, il y a des Euh, conscriptions avec une formation minimum. Je crois que maintenant, ils récupèrent n'importe oui, comment. la situation est très terrible en termes de besoin de main-d'œuvre militaire. Soit effectivement ils tiennent la position pour un aspect de morale, dans le sens où on ne recule pas et on lutte jusqu'au dernier, soit ils acceptent de perdre du terrain et de se replier pour conserver des hommes, sauf que c'est pas la stratégie qui est adoptée parce que ça pourrait ça pourrait avoir un effet négatif sur le moral qui a priori n'est pas déjà fou là-bas. Et Prokrovsk, si jamais ça tombe, ça ouvre la route, si jamais la ville tombe,
ça ouvre la route à plus d'efforts ailleurs, notamment autour de la ville de Constantinivka, qui est plus au nord. Et après ça, il restera 2 villes principales, vraiment dans les oblasts du Donbass, qui seront Kramatorsk et Sloviansk. Mais c'est 2 villes de toute autre taille, hein. On est vraiment sur des villes d'autre envergure, et j'ignore si elles sont fortifiées actuellement et si les Ukrainiens pourraient les tenir. C'est possible. Actuellement, les Russes sont engagés dans Pokrovsk. Il y a des parties de la ville qui sont tenues par les Russes, et on a des combats urbains qui sont très importants. C'est qu'une question de temps avant que la ville soit définitivement entre leurs mains. La grande question, c'est quel sera le bilan des 2 côtés? À quel point ça aura coûté cher aux Ukrainiens de laisser des hommes là-bas? Est-ce qu'ils vont totalement se faire encercler, ou ils vont parvenir à se replier? L'encerclement n'est pas total, donc ils pourront peut-être réussir à en faire s'échapper certains. L'Ukraine, le PIB de l'Ukraine, évidemment, ne cesse de se contracter, mais ça, c'est une évidence. Mais l'économie russe, alors évidemment, on a tendance à dire qu'elle se contracte moins que ce qu'on veut nous dire, mais les sanctions, quand même, est-ce que les sanctions ont quand même des conséquences? Je sais qu'il y a des taux d'intérêt à 17% et une croissance qui est quand même quasi nulle. Ça commence peut-être un petit peu à tirer. Oui, ça tire. L'économie russe tire vraiment la langue. En fait, la situation de l'économie russe est très particulière. Elle tient, notamment la croissance, tient beaucoup sur les commandes militaires pour la croissance industrielle. Donc ça, c'est un marché qui est très artificiel parce que c'est les commandes d'État, c'est pas du durable. Et ce qui fait très mal, entre autres, à l'économie russe et, j'ai envie de dire, au budget de l'État russe, ce sont les frappes ukrainiennes sur les raffineries. Sur les raffineries russes, les bénéfices générés par j'oublie ni le nom de l'entreprise d'État sur le pétrole russe. Il y a Rosneft, Lukoil, et l'autre, c'est. Ah, mince. Parce que ça, Bref, ouais. l'entreprise d'État pétrolière russe, Gazprom, voilà. Voilà. Gazprom. Les revenus ont fortement baissé avec les attaques ukrainiennes, ce qui affecte fatalement les recettes de l'État. Et de fait, l'État russe doit jongler entre 2 problèmes. Limiter l'inflation, qui reste assez forte. On est sur une inflation, je crois, qui est supérieure à 5%, si ce n'est 10%. J'ai plus les chiffres exactement en tête. Et maintenir une croissance. Le problème, c'est que tout ça, la situation en fait varie, et avec les taux directeurs de la Banque centrale russe. En gros, taux d'emprunt faible, on a une croissance qui est plus forte, mais une inflation aussi qui est plus forte, ce qui fait que le coût de la vie, tous les coûts montent, mais la croissance suit plus ou moins, même si elle est moins forte que dans les années précédentes. Ou alors on met des taux hauts, et dans ce cas-là, c'est un peu difficile d'emprunter, mais l'inflation est relativement contenue au prix d'une croissance affaiblie. Ouais. L'État russe est dans cette espèce de position cordélienne. Ouais. Et dans tous les cas, en fait, la guerre est difficilement supportable sur le long terme. La Russie tiendra économiquement, je pense, mais les conséquences seront sur l'après, à quel point le retour à l'économie civile va être dur. Ça pourrait être un choc aussi brutal, peut-être. On n'est pas dans un état de mobilisation aussi total que les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut se rappeler que, par exemple, les États-Unis, qui étaient en économie de guerre totale pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, l'économie états-unienne est rentrée dans une crise pire que la Grande Dépression. Le taux de chômage a explosé parce qu'il fallait réorienter toute l'économie vers le secteur civil. Il y avait les soldats qui devaient quitter l'armée parce que l'armée avait plus besoin de 10 millions de soldats. Et ce qui a sauvé l'économie états-unienne, c'est qu'elle a pu écouler beaucoup de produits en Europe grâce au plan Marshall. Ouais. Et la Russie n'aura pas ces possibilités-là. Le choc post-guerre sera très dur, je pense.
Oui, donc il faudrait que ça dure pas trop longtemps. Ça dure déjà depuis trop longtemps, les Ouais, conséquences déjà vont trop déjà être catastrophiques pour l'économie russe. L'économie ukrainienne n'existera juste plus, elle, Mmh. l'État ukrainien sera juste un État failli, tenu à bout de bras, par, les Européens et les États-Uniens et qui se repèteront joyeusement du cadavre, Oui, ils sont en pétron, mais ils ont tout l'Occident derrière eux, ce qui est pas le cas de la Russie. oui, c'est ça. La Russie aura l'avantage tout de même aura l'avantage d'être gagnante d'une certaine manière, Mmh. de ne pas avoir vu trop, du moins, son territoire être dévasté, hein. La guerre, malgré les frappes ukrainiennes, se fait, sur le sol ukrainien et pas sur le sol russe. Ça, c'est C'est pas le sol russe qui, va se retrouver inhabitable et inexploitable à cause ouais. de la saturation, d'obus et de bombes. Mmh. Il y a des zones entières qui vont être comme Verdun, hein, en Ukraine, ça va être horrible. Des choses qui n'ont pas été faites pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui était un Mmh. conflit d'une toute autre envergure. Mais c'était pas une guerre aussi statique. Bon, tout ça est très gai, donc nous allons passer à un Mmh. pays très, très calme, donc que l'on croit calme, mais en ce moment, il y a une petite turbulence, la Suisse. Alors la Suisse, en fait, est en train de se comment dire? De se questionner sur son rapport à l'Union européenne. Il faut savoir qu'ils ont, des accords évidemment avec l'Union européenne. La Suisse n'est pas complètement un îlot, même pas du tout un îlot, Non, éloigné, mais ce qu'on la appelle, Suisse est donc ça s'appelle les partenaire, on va dire. bilatérales, hein, leurs relations avec l'Union européenne. Et il y a un texte qui va être bientôt soumis, alors qui est en discussion en ce moment et qui devrait être soumis par référendum, mais c'est pas très très clair. Un texte sur le comment dire le principe le principe de savoir, ce qui est le principe majeur de l'adhésion à l'Union européenne, c'est que le droit européen l'emporte sur le droit national. Alors évidemment, les Suisses sont très très divisés. Hein. Pour une partie, c'est un texte inacceptable, une perte de souveraineté inacceptable, un texte d'une très grande brutalité, etc. Et puis pour l'autre partie, principalement le patronat, c'est évidemment quelque chose à laquelle il faut adhérer sans réfléchir. Mais quels seraient les intérêts de la Suisse à adhérer, au droit de l'Union européenne? C'est-à-dire accepter en gros, les interférences de la CEDH, notamment, Oui, ou la Cour notamment, mais européenne de justice? accepter que les lois de l'Union européenne, alors je ne vais pas rentrer trop dans des détails Mais légaux la parce que je les Suisse maîtrise mal, mais en tout cas, ils sont supérieurs à ceux du ce pays. Enfin, en tout cas, c'est comme ça pour nous en France, déjà. le Enfin, pays serait vraiment de fait dans une situation très curieuse parce qu'elle ne serait pas membre de l'Union elle ne serait pas européenne. membre, elle en aurait déjà les. Mais il y a un processus, je ne sais pas où il en est, d'adhésion à Mmh. l'Union européenne, c'est peut-être des La pré-États. la la Suisse n'est pas candidate, hein. La Suisse n'est pas candidate à l'adhésion à l'Union Ouais, européenne. mais pas du tout quand ouais. Mmh, mmh mh. Peut-être que Non, par non. référendum, en fait, est-ce que c'est parce que par référendum, ils savent que ça ne passera pas, donc ils essayent de contourner, sans adhésion, avoir un texte qui leur permette, de cette, entre guillemets, «perte de souveraineté» qui, en tout cas, est recherchée par, entre autres, le patronat ou, ou des personnes qui idéologiquement adhèrent au projet. En tout cas, pour eux, c'est un peu un chèque en blanc parce qu'ils ne savent pas exactement ce que ça va signifier ultérieurement, en fait. Ils Mais ne sur savent c'est pas surtout que exactement c'est à un quoi ils pari, s'engagent. Donc, ouais. c'est un pari qui n'est pas, alors au-delà de l'animosité que l'on peut avoir, on Mmh. passe au-delà de l'animosité qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Union européenne. Très honnêtement, quand on voit la tronche de l'Union européenne aujourd'hui, du Bah, c'est ça, c'est dynamisme un de peu la zone étonnant d'avoir euro, envie d'adhérer à un bateau, oui, c'est ça. L'Union bah, européenne il actuellement, est c'est pas rouillé en quelque tout chose. cas. J'ai pas dit qu'il coulait, mais il est rouillé. Alors évidemment, ce sont surtout les organisations patronales, hein, Ouais, si mais je l'Union européenne, cite, c'est je pas à la n'ai mode pas en ce moment. pardon? Ah bah, L'Union oui, oui. européenne, de manière générale, c'est pas à la mode. Mais non, non, bien sûr. 4 organisations patronales de Suisse romande ont pris position en faveur des nouveaux accords négociés avec l'UE. Je vous cite, alors la presse parce que là, j'arrive plus à savoir d'où je cite cet article, c'est Bilan CH, je sais pas ce que c'est en fait. Je suis désolée, je ne cite pas bien mes sources. En tout cas, évidemment, il y a la question de la main-d'œuvre étrangère qui est Mmh. beaucoup attendue par ces organisations patronales, hein. C'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent. En tout cas, sur la question du règlement des différends juridiques, souvent critiqués comme une perte de souveraineté, bon, évidemment,
ça dépend de quel côté vous êtes, mais évidemment, là, ceux qui sont pour adoptent une lecture inverse. Le mécanisme ne concernerait d'ailleurs que 7 des 120 accords existants. Et Perte de souveraineté n'est pas forcément synonyme de négativité pour certains. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Donc, pour eux, c'est une reprise dynamique du droit qui consolide la participation de la Suisse au marché intérieur de l'UE, offrant ainsi une plus grande sécurité aux acteurs, aux acteurs économiques. Tout ça, c'est du wording de ceux qui sont pour. Les 4 entités donc, patronales soutiennent le recours au référendum facultatif plutôt qu'obligatoire, jugeant que ces accords ne constituent pas une adhésion à une organisation supranationale. Tu vois, pour moi, c'est une question de contourner le référendum. Ah oui, il n'y a pas d'adhésion, donc où est le problème? Alors, sinon, je cite le RTS, parce que oui, il y a un appel du journal Le Temps qui dit les Suisses veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière, puisque ceux qui sont pour négocient trop, selon le journal Le Temps, et ceux qui sont contre, de toute façon, on ne va pas les convaincre. Évidemment, par exemple, l'Union suisse des arts et métiers, qui représente les petites et moyennes entreprises, ont sorti un communiqué dit frileux, qui exprime la crainte du monstre bureaucratique. Je les comprends. Ensuite, donc, ils sont traités d'enfants gâtés pour ceux qui sont pour, mais qui négocient encore. Ceux se font donc traiter d'enfants gâtés. Ensuite, il y a une revendication qui est que le vote se fasse à la majorité du peuple et des cantons. Autrement dit, que l'acceptation populaire soit plus difficile à obtenir. Bon, je suis un petit peu confuse dans ce que je raconte là, mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, évidemment, traité de soumission, il y a vraiment des mots assez forts qui sortent. Un des grands enjeux, c'est la libre circulation aussi, bien sûr. Aujourd'hui, un bon nombre de lois suisses seraient influencées, voire copiées du droit européen, mais avec un intervalle plus long. 70% des exportations ou des accords commerciaux avec l'Union européenne, c'est quand même beaucoup. Mais la marge de manœuvre réside toujours dans l'interprétation du droit, bien sûr. On peut, selon eux, c'est pas grave, on peut y aller, puisque après, il suffit d'interpréter le droit de la façon dont on le souhaite. Mais après, qui sont les juges qui interprètent le droit? Enfin, moi, c'est sans fin, en fait. C'est exactement même les questions qu'on se pose. Ça nécessiterait, je pense, une connaissance plus fine. Oui, moi, c'est assez superficiel ce que je vous en rends, mais en tout cas, on a toujours vu la Suisse comme un exemple de souveraineté et d'indépendance. En fait, ça fait un bout de temps que c'est quand même plus compliqué que ça, et qu'il y a une grande partie du peuple et de ses élites qui souhaitent la même chose que tout. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que les élites suisses soient différentes des élites européennes, en fait. Enfin, de certaines élites, le patronat, et certaines élites qui ont peut-être envie d'être comme tout le monde, mais ne pas être coincées dans cet îlot-là. Et puis après, tout ce qui est petites et moyennes entreprises ont eu le temps de voir ce que ça peut donner en Europe, enfin dans l'UE. Voilà, l'avenir nous dira bien de toute façon ce que la voie que la Suisse choisira. Est-ce que le peuple suisse acceptera ou non ça? Sachant que les Suisses peuvent faire retoquer des lois avec suffisamment de participation. Donc s'il y a suffisamment de rejet de ce projet, eh bien, il se verra rejeté. Sinon, il ne sera pas remis en cause. En fait, ce qui serait assez simple, c'est de passer au référendum. Hein. C'est dans la culture suisse, donc je vois pas. Là, ils essayent de le contourner, mais en fait, il suffirait que le peuple se mobilise un petit peu. Enfin, il y a un moment, en fait, on peut pas être une chose et son contraire. Enfin, on dirait que là, il y a une identité suisse qui est en train d'être, dont on questionne aujourd'hui la légitimité, et qu'il faudrait peut-être amener à ressembler à tous les autres pays de l'UE. Bon, là-dessus, à un moment, il faut que la décision passe par le vote. Je ne vois pas très bien comment ils peuvent s'en sortir autrement, de façon démocratique, en tout cas. Oui, une question de légitimité démocratique, bref. Oui, si on veut rester dans la légitimité démocratique. Bon, enfin, voilà. À suivre. On passe, ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne. On va passer rapidement au film qu'on a promis d'évoquer. Alors, le budget d'abord, s'il te plaît. Ah zut, le budget, mon Dieu, le fameux budget introuvable. Oui, j'ai oublié. Voilà. Alors, le joyeux budget français, je vais essayer de faire vite.
Très concrètement, la situation est tendue / bloquée, où on a des budgets, des projets de budget qui sont retoqués par les commissions parlementaires, notamment le projet de financement de le projet de financement de la sécurité sociale, qui a été retoqué en commission parlementaire et qui va repasser du coup devant les parlementaires de l'Assemblée nationale. Donc il va falloir tout vérifier. Et on a actuellement à peu près 2400 amendements pour tout ce qui concerne le budget. Il y a des grandes craintes qui sont que tout ne puisse pas être analysé dans les temps, parce qu'on va arriver très vite sur les limites temporelles en fait, pour les négociations relatives au budget. Et ce qui est craint, entre autres, c'est des blocages, le fait qu'il n'y ait pas de budget. La France Insoumise, par exemple, au travers d'Éric Coquerel, craint l'exécution de budget par ordonnance, ce qui pourrait se faire si la situation était trop bloquée en fait. Mais on observe des blocages, des ralentissements entre les socialistes qui essaient de pousser leur avantage et de faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci accepte certains aspects de son budget, certains aspects du budget. Le Rassemblement national, LFI qui jouent également des coudes pour imposer leurs idées. On a eu entre autres dans les grandes on va dire discussions autour du budget, le rejet de la taxe Zuckman, qui a été rejeté par l'ensemble, on va dire, de la droite parlementaire, Rassemblement national compris. Oui, c'est étonnant de la part du RN. Enfin, je sais pas ce que Oui, au grand désarroi des socialistes et de la gauche. On a eu à l'inverse d'autres lois d'autres impôts, taxes qui sont passés, comme des taxes sur la fortune financière, l'argent dormant, des actions, ce genre de choses, qui ont été très critiquées dans les milieux libéraux, comme des méconnaissances du fonctionnement économique, ce genre de choses. Bref, il y a des débats comme toujours au travers de nouveaux impôts et tout ça. Et les perspectives, notamment de la Cour des comptes, c'est que le budget ne soit pas passé, que le budget de la sécurité sociale soit encore pire que l'année précédente avec un déficit aggravé. Bref, que la situation de l'année qui vient soit pire encore. Et je ne sais pas ce qui est pire, que le déficit soit plus important et que les prélèvements soient plus importants, ou qu'il y ait un blocage et qu'on reste sur le budget cette année. Je ne sais pas. Mais la situation paraît bien compliquée. On ne sait plus ce qui est pire, en fait. Ouais. Et puis de toute façon, oui, voilà, sur les discussions, sur ces discussions budgétaires, à savoir, oui, l'argent, ce que tu citais, l'argent dormant, etc. Et en fait, la seule réponse souvent de la droite, c'est de dire qu'on n'y connaît rien en économie. Mais c'est vrai que l'argent n'est pas extrêmement productif ou dans l'investissement aujourd'hui. C'est une réalité. L'argent, que ce soit... il était question de taxer justement les actions, les actions et voir l'effet le rôle qu'ont les actions dans le fonctionnement de l'économie. Je m'avancerai pas sur ce point. J'ai trop peu de connaissances là-dessus. Ouais. Bon, mais voilà. Toujours est-il que, en fait, le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, mais en même temps, les accusations ne sont pas toujours très fondées et très. Il y a une grande inculture. Alors, la droite accuse la gauche d'être dans l'inculture économique, ce qui est vrai, mais la droite est dans l'injonction et dans la rigidité économique. Ah, mais la droite en question, la droite libérale, entre guillemets, inclut notamment le Rassemblement national là-dedans. Hein. Parce que fiscalement, ils ont une approche qui est très de gauche, on va dire. Bah, oui, mais là, ils n'ont pas voté sur la taxe. Alors, la taxe Zuckman, oui. La taxe Zuckman, oui, sauf que apparemment, sur environ une centaine de nouveaux projets de taxes et impôts, le Rassemblement national aurait voté en faveur de 88 d'entre eux. Alors, des taxes pour la classe moyenne qui sont censées défendre, mais pas pour les ultra riches?
Ben justement, il faut voir en fait la teneur de ces taxes. Le Rassemblement national s'est targué par exemple d'avoir diminué la pression sur les PME. Ouais. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que des projets d'impôts et de taxes sont votés par le Rassemblement national et par la gauche. Mmh. Voilà. Alors qu'au milieu, on a le gouvernement, ce qui fait bien rire, qui fustige une, folie fiscale, et ce genre de choses, comme si c'était pas eux qui dilapidaient les budgets, depuis, près d'une dizaine d'années. Mmh. Mais Bien bon. sûr. Oui, oui. Mais alors peut-être que le RN essaye de se faire mieux voir à droite, puisqu'ils ont beaucoup été accusés d'être économiquement de gauche et ça leur Mais aliène une non! partie du vote de droite. Mais non, justement, ils ne font pas de politique en faveur de ça, sinon ils ne voteraient pas autant de nouvelles taxes et impôts. Oui, mais ils n'ont pas voté, Non mais pour la la taxe taxe Zuckman, Zuckman. oui mais certes, la taxe Zuckman était un symbole dont on nous rabâchait les oreilles sur les chaînes d'infos, Mmh. mais il Oui, y a mais ça pas se que voit. la taxe Zuckman qui était proposée. Mmh. Oui, Au bout mais d'un bon, en moment, tout cas, celle-là, elle aurait bon, enfin bref. C'est, et je vois pas comment on peut sortir de ce truc-là. Il faut que ce soit des événements extérieurs qui bouleversent tout ça, parce que là, l'Assemblée nationale, bah, c'est pas possible de bon, bah, on a justement, on des va passer blocages. à le commentaire du film La femme la plus riche du monde. Heu, on passe rapidement au cinéma. Donc c'est un film sur l'affaire Bettencourt-Bagné, c'est-à-dire c'est un film sur la famille Bettencourt, sur particulièrement Liliane Bettencourt, jouée par, heu, Isabelle Huppert et le lien d'amitié qu'elle a entretenu pendant des années avec François-Marie Bagné, qui est là joué par Laurent Lafitte. Alors les noms sont changés dans le film, mais on sait de qui on parle. Donc c'est sur le volet, je dirais, people de l'affaire Bettencourt, puisqu'il y a une affaire Bettencourt Bagné, il y a une affaire Bettencourt financement de partis politiques, Bettencourt, Sarkozy, Patrice Demestre, euh, tout ce qui était le sarkozysme de l'époque et l'accusation de financement de la droite. Alors je reviens rapidement là-dessus, mais sur le volet Bagné, Bagné a eu à peu près au cours de plusieurs années d'amitié, je ne sais plus le nombre d'années, en tout cas distribué quasiment 1 milliard d'euros. Donc c'est vraiment bon travail de la part de François-Marie Bagné, j'avoue que c'est 930, quelque chose comme ça. À l'époque où elle avait une fortune qui est estimée à quelques milliards, hein. Je crois qu'aujourd'hui, justement, je voulais regarder ça avant, le niveau des milliards, c'est un peu fou parce qu'aujourd'hui, 2-3 milliards, avant 2-3 milliards, c'était être parmi les plus riches de la planète. Aujourd'hui, c'est plutôt 300 milliards. Donc, c'est 300, oui, on peut être autour de 300 milliards. Voilà. Donc, je me perds un peu C'est dans tous ces chiffres. Attendez, Fortune Bettencourt 2024, c'est 100 milliards. C'est pas mal, non? Donc, oui, bah, après, comme beaucoup de fortunes, en fait, c'est basé beaucoup sur des valeurs boursières. oui, bien sûr. 100 milliards de dollars. Femme, elle est déjà considérée comme la femme la plus riche du monde depuis 2020. Elle est la première femme la plus riche, bon, après les autres. Bon, bref. Donc, ça est allé très vite, hein. 100 milliards, c'est pas un chiffre qu'il y avait il y a quelques années. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Par Oui, exemple, Fortune ça a augmenté. Bettencourt, si on met, quand elle a fréquenté je sais pas, on va dire que c'était autour de 2007, je sais plus très bien. Bon, est-ce qu'on peut pas avoir 2007? Bon, j'arrive pas à avoir les chiffres. 2017, ouais, regardez, 2017, on était à 35 milliards. Donc il y a 10 ans, depuis 10 ans, x 3. Hein, oui, voilà, c'est ça. 2017, 40 milliards. 10 ans plus tard, moins de 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, on est à 100 milliards. C'est pour ça qu'il y a quand même un surenrichissement des très riches déjà. La taxe Zuckman, telle qu'elle est, c'est pas, je ne pense pas que ce soit le plus intelligent, mais il y a quand même un problème sur ces questions-là. Bon, bref, donc le volet, voilà, donc c'est cette relation d'emprise et d'amitié. Alors justement, quelle est toute l'ambiguïté des rapports entre elle et Bagné et des rapports entre les gens en général sur la question de l'intérêt qu'on a Mmh. dans une relation, puisque en même temps, finalement, Bagné lui a peut-être
Elle lui a peut-être versé beaucoup d'assurance vie, de tableaux, je ne sais pas comment elle a pu. D'ailleurs, comment on peut donner 1 milliard comme ça, c'est quand même pas facile, mais c'est sur des années. Et sur le fait que ça a quand même illuminé les dernières années de sa vie. Elle était avec un mari avec qui elle avait une bonne relation, mais qui était, je crois, pas très intéressé par les femmes. Finalement décrite comme assez seule. Peu d'amis, surtout des Picassiates, j'imagine. Donc tout ça est un peu triste et intéressant, une vision quand même de la solitude, de ce que peut être peut vivre aussi les ultra riches, qui est pas inintéressant. C'est très drôle. Les dialogues sont très drôles, très percutants, très enlevés, donc franchement c'est très agréable à regarder. Après, ça ne traite que le relais qui peut aller bagner. C'est une comédie ou une tragédie? Oui, c'est une comédie. Je veux une tragico-comédie. Oui, c'est un peu entre les deux. Mais donc, pour revenir au financement de la droite, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'elle finançait, en effet, alors évidemment, il y a cette fameuse phrase de Sarkozy face à je ne sais plus quel journaliste il lui dit à l'époque, qu'est-ce que vous pensez que j'ai une tête à aller dîner chez Liane Bettencourt et repartir le soir avec une enveloppe de billets? On a vraiment tellement envie de répondre, mais oui, tu as complètement une tête à ça, Nicolas. Et si c'est pas toi, de toute Alors façon, c'est non, quelqu'un d'autre qui est derrière. Monsieur Bismuth, plutôt. Ouais, donc bon, évidemment elle a financé la campagne de Sarkozy, mais paraît-il, elle finançait à peu près, elle arrosait tous les partis politiques. C'était jusqu'au Parti communiste. C'est une façon pour ces gens-là d'avoir la paix, quoi qu'il arrive, d'avoir une paix fiscale et une paix tout court. Faire vivre la démocratie. Ouais. Financer les partis pour qu'ils Alors peut-être qu'elle en puissent donnait un petit peu porter leur plus, idée. c'était certainement à droite, mais elle arrosait tout le monde en fait. C'est ce qu'il faut savoir. Voilà. Bon, alors ça, c'est un sujet qui n'est pas traité dans le film parce qu'il ne faut pas aller sur des sujets qui dérangent. C'est un peu dommage. Bon, enfin bon. On la voit, on sous-entend ça, mais pas plus que ça, non, on ne parle même pas, je crois. Alors, ce que je suggère aussi à nos auditeurs, si vont voir le film, c'est de voir le documentaire sur Netflix sur l'affaire Bettencourt, qui est autant sur l'affaire Bagné que sur l'affaire de financement de la campagne de Sarkozy. Par contre, beaucoup de choses sont un peu laissées de côté, évidemment. Et sur le fait qu'elle a arrosé tout le monde autour d'elle, les gens abusaient d'elle de partout. Celui qui gérait son family office, Patrice Demestre, lui demande un bateau, ça on se souvient des écoutes, lui demande un petit cadeau, il veut un yacht. Il dit que finalement il ne l'a pas acheté, mais enfin je crois qu'il l'a eu et puis qu'il l'a rebalancé très vite avant que le procès commence. Parce qu'il a quand même il était condamné à verser 12 millions d'euros de dédommagement. Donc s'il n'y a pas eu de yacht et qu'il pendant l'entretien, il dit qu'il n'a rien touché, qu'il est responsable de rien, mais à la fin du procès, on parle de 12 millions, donc ça ne sort pas tout seul, 12 millions. Bon. Donc tout le monde autour d'elle, les domestiques et les gens qui travaillaient pour elle, il y avait 20 personnes chez elle dans son hôtel particulier à Neuilly, étaient extrêmement bien payés. Le secrétaire était payé 10 000 balles par mois, par exemple. Les cuisiniers aussi. Donc elle n'était pas radin. Elle n'était pas radin du tout. Voilà pour Madame Bettencourt, qui est morte il y a quelques années, et donc c'est sa fille maintenant qui détient cette fortune, avec qui elle s'entendait très mal. Alors le film est beaucoup sur la relation qu'elle a avec sa fille, donc c'est sa fille qui a intenté un procès à François-Marie Bagné, parce qu'aussi elle était très négligée par sa mère, elle était sans doute assez jalouse de ce lien, et bon, par ailleurs, c'est quand même pas très agréable de voir sa mère se faire détrousser en permanence par des... Voilà. Bagné, c'est quand même quelque chose. Je conseille à nos auditeurs d'aller voir le film ou de se renseigner sur la personnalité. C'est quand même quelqu'un de très peu sympathique. Aussi, alors quelques mots sur une série qui vient de sortir sur France Télévisions, puisque ce sont les 10 ans du Bataclan. On ne va pas parler d'anniversaire, c'est un peu douteux. Les 10 ans, donc 2015, en novembre 2015, attentat au Bataclan, et puis dans les cafés du quartier, et au stade aussi, enfin 230 morts, je crois, en tout, dont 90 au Bataclan. Donc France Télévisions a produit une série qui s'appelle Des Vivants, réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, qui réalise beaucoup comme ça de docu-fiction sur des grands faits divers, et c'est plutôt en général pas mal fait. Là, j'en ai vu qu'un épisode, c'est une série de 8, et j'avoue que c'est... dès les premières images, j'ai trouvé ça extrêmement dérangeant, parce que lénifiant, parce que
ça veut être à fond dans l'émotion et en fait, ça ne génère que très peu d'émotions. C'est assez larmoyant, assez ennuyeux, assez gnangnan. C'est le meilleur mot qu'on peut utiliser. Et c'est uniquement donc sur, ça se concentre sur 11 otages qui étaient ensemble dans un coin du Bataclan. Et c'est sur leur traumatisme. Moi, je pense que ce serait peut-être bien de traiter ce sujet aussi de façon un peu plus large. Ils n'ont pas été pris en otage et assassinés, ou vu en tout cas les personnes qui étaient dans le Bataclan avec eux n'ont pas été assassinées par Dark Vador, par des dragons, par une armée de sauterelles. La question de savoir pourquoi cet attentat est très très peu posé. Le truc le plus impolitiquement correct qui est dit, c'est qu'il y a une des filles à un moment, parce qu'ils prennent tous des cafés ensemble pour se raconter leur traumatisme, qu'elle avait envie de lui couper voilà. Je peux dire quelque chose qui est horrible, qui est très impolitiquement. Elle demande la permission pendant 10 minutes. J'ai envie de leur couper là. Ça, c'est le truc le plus hyper, comment dire, disruptif qui est dit dans ce téléfilm, qui ne montre que des Parisiens assez fragiles, assez faibles, alors, ils s'appellent les potages. C'est les potes otages. Ce sont des potages. Ah, Pas le niveau. sympa. Ouais, ils vont dans des cafés comme ça, puis voilà, ils racontent leur psychanalyse, leur vie post-traumatique, etc. Très française, très parisien, c'est très. Et ces personnages, on va dire, sont inspirés de véritables Oui, personnes oui, oui, ou oui, oui, ouais. qui ont donné leur témoignage, j'imagine? Ouais, ouais. Donc il y a un article dans Télérama d'ailleurs sur l'acteur est toujours face à la personne réelle qui a existé. Hein. Il y a un couple. Ils sont dans le film. Est-ce qu'ils sont 11? Je sais pas. Je vois à peu près 8 personnes. Et oui, ils sont tous existants. Ils ont tous bien connu le personnage qu'ils jouent. Les acteurs, des acteurs Benjamin Laverne, qui est de la Comédie Française. Il y a des bons acteurs. Hein. Il y a Alix Poisson, qu'on retrouve beaucoup de productions de Xavier de Lestrade. Mais je les trouve tous complètement assez mal à l'aise avec leur personnage, un peu engoncé comme ça, dans ce fait de devoir jouer. Il y a les scènes aussi au Bataclan, quand ils sont otages. Moi, que je trouve qu'ils sonnent très très faux. Voilà, ça nous donne c'est un peu donneur de leçons. Et ils sont un peu trop aussi dans l'exemplarité, c'est-à-dire qu'ils ont tous des façons de réagir un peu différentes, mais toutes tellement humaines, tellement fortes, tellement extraordinaires. Ce sont tous des gens extraordinaires. Bon, en fait, ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas eu le choix de le vivre, donc de toute façon, voilà, tout ça est un peu trop propre. C'est Ça nous aussi mène vraiment nulle part. Enfin, moi, j'avais vu qu'un épisode, il paraît qu'il y en a 8. Je ne sais pas si c'est 8 comme ça. Je ne vais pas tenir. Je vais essayer de regarder un deuxième. Puis pour la peut-être science. pour la science. Et je regarderai peut-être le dernier pour voir. Mais c'est extrêmement ennuyeux, déjà. Alors, on n'est pas là pour regarder un thriller, on est d'accord. Mais on est là pour qu'en tout cas, ça nous apporte un angle où voilà, quelque chose de. C'est une espèce de biopic sur ces personnes. C'est un biopic, mais purement sur l'émotionnel. Encore une fois, ils auraient pu, je sais pas, être sur le Titanic, par exemple, je sais pas, être tous sur un bateau et vivre un coulage de bateau, que ça aurait été la même chose, en fait. Le contexte géopolitique, le contexte de ce que ça dit, de la vie en Europe de nos jours, de ce que ça dit, ça pourrait faire partie de leur traumatisme. Or, visiblement, ça, c'est complètement évacué de leur traumatisme. C'est Vous n'aurez pas ma haine, hein, en gros, quand même, l'ambiance. Donc, on fait référence à ce opus d'un des maris évidemment. du Bataclan. Et il y en a un qui a la haine, hein, qui s'appelle Patrick Henry, et dont la fille est morte au Bataclan. Lui, il a la haine, et lui, on l'entend jamais. Sauf sur certaines plateformes YouTube dites plus à droite. En même temps, j'ai envie de dire, c'est une émission financée par France Télévisions. Bien sûr, on est là. Évidemment que ça va pas être résilience qui ne peut être qui ne peut être qu'un exercice de résilience. Mais de résilience de quoi? C'est pas très clair non plus, tu vois. Évidemment que ça va pas être trop disruptif. Non. Non, et les acteurs sont agaçants en fait, parce qu'ils prennent des mines très inspirées, ils sont un peu ridicules. Très comme ça, même sur les plateaux pour aller vendre la série.
faire la promotion de la série, pardon, ils sont comme ça, ils prennent un air très, très... On sent qu'ils sont pas à l'aise, quoi, avec le... Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, en fait. Cette série n'a rien à dire, en réalité. Et les acteurs encore. C'est peut-être ça son problème. Hein. Le problème. Autant faire un long documentaire sur les événements du Bataclan. Mais je pense que le documentaire, moi, voilà, faire jouer ça par des acteurs, je trouve ça très très maladroit en fait. En plus, il y a toute une polémique sur le fait que ça a été tourné au Bataclan, ce serait indécent, je sais pas quoi. Bon, je vois pas où est le sujet. Bon, on s'en fout complètement. Mais en fait, c'est pas que c'est indécent, c'est que c'est juste, on a juste envie de voir les vraies personnes. Pour une fois, les acteurs, les pauvres sont embarrassés. Oui, mais là, ce serait voir les vraies personnes, se réinterpréter elles-mêmes, ce serait plus compliqué. Autant témoigner, demander tout aux gens simplement. de. On a envie de voir un documentaire avec des témoignages. Moi, Ah, je sais, j'ai vu le témoignage d'une jeune fille l'autre jour sur Europe 1, je crois. Elle a le visage complètement défiguré parce qu'elle a pris une balle dans la figure. Son témoignage est largement plus intéressant qu'une heure de cette série. Et en effet, le visage parle de lui-même. Le visage est tellement déjà disruptif que c'est, voilà, ça c'est ce qu'on ne montrera jamais, parce qu'elle est bien proprette, cette émission, tout est bien léché, les appartements bien bobos des gens, le café, ils prennent une bière mais pas deux, tout est extrêmement propre. Alors, la réalité, c'est que plein de gens sont morts, plein de gens ont le visage déformé, sont handicapés à vie. Il y a le témoignage de Philippe Lançon, Lambeau, que j'avais lu. Lui, son visage a été complètement... Lui, il est comme les gueules cassées de la guerre de 14. C'est aussi un témoignage qui est assez propre, on va dire, mais au moins c'est un témoignage de quelqu'un qui a vécu dans sa chair pendant des mois la destruction de son visage. Voilà. Eh ben, je conclurai, je pense, par un message à nos spectateurs. Si vous voulez davantage d'analyse d'événements avec un prisme au moins un petit peu, j'espère, disruptif, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à aimer nos vidéos, nos rediffusions, ou à venir assister aux émissions en direct. On vous remercie tous les deux. Merci Flavie d'avoir été là ce soir. Merci à toi, Noah. Merci. Et à la semaine merci prochaine. À tous. Au revoir. Au revoir. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.